On va commencer. Bienvenue pour cette journée de séminaire, pour le séminaire annuel de l'ANEOPS, organisé cette année sur le thème des intérêts des mouvements d'haltérophilie dans la préparation physique. Je vais laisser la parole à M. Sylvain Dorel, responsable du Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive. Merci Baptiste, merci à tous de votre présence. Donc je vais prendre la parole pour pas très longtemps, mais à deux titres. Premièrement pour excuser la direction et donner deux, trois mots à ce sujet, on va dire, représentant de la direction. Donc Stéphane Bellard s'excuse, puisque directeur de la composante, il est absent parce qu'il est présent sur une réunion justement interministérielle et dans le cadre du Grenelle des métiers du sport. Et donc dans le cadre de ce séminaire qui est axé sur l'haltérophilie et la préparation physique de façon générale, c'est intéressant de signaler quand même que notamment il me fait passer le message qu'on est actuellement dans une phase où il y a une très forte demande notamment de la communauté d'avoir une reconnaissance du cadre professionnel justement en préparation physique. Vous savez que c'est un débat depuis pas mal d'années. Deuxièmement, c'est aussi de mentionner que ce séminaire aujourd'hui a lieu le 6 avril sur le site du STAPS et que c'est une semaine particulière puisque c'est la semaine qui est la semaine olympique et paralympique. Et donc justement aujourd'hui 6 avril c'était la journée nationale de mobilisation des STAPS en vue de cette journée. Et donc c'est un petit clin d'œil sympa par rapport à ça, de faire ce séminaire ce jour particulier. Et puis c'est aussi rappeler que ce séminaire qui concerne donc l'haltérophilie, ça tenait à cœur quand même de rappeler à Stéphane, et je pense qu'il a raison, surtout que Lilian était investi dans ce sujet à la base avec nous il y a 5-6 ans, c'est que l'UFR STAPS c'est une des premières composantes au niveau national à Nantes à avoir signé une convention avec la Fédération française d'haltérophilie et de musculation, avec notamment la création de la spécialité en L3ES, et ça fait 5-6 ans, donc c'est aussi intéressant et un clin d'œil intéressant d'organiser ce séminaire sur cette thématique ici à Nantes, et c'était intéressant pour Stéphane de le rappeler. Parallèlement à ça, moi je vais donner 2-3 mots en tant que responsable du Master EOPS qui s'intitule Renforcement musculaire et réathlétisation. Vous rappelez du coup le contexte de l'organisation de ce séminaire qui est en fait organisé par un collectif d'étudiants qui sont inscrits dans une UE qui est justement a pour but l'organisation de ce séminaire. Donc c'est un appui sur la maquette et la filière. Et donc je remercie clairement, chaleureusement, les étudiants engagés dans ce séminaire qui sont inscrits à cette UE, je crois 5 ou 6 l'année dernière. Cette année, ils sont à peu près 12 dans la team officiellement. Et puis remercier aussi publiquement, bien sûr, les deux collègues qui sont responsables de cette UE. C'est Lilian Lacourpaille et puis Antoine Nordès qui nous rejoindra peut-être dans la journée. Voilà, et puis c'est aussi vous dire que en gros, ce type d'événement, c'est un événement phare pour le Master. Dans le fait qu'on assume aujourd'hui, depuis 5-6 ans, de mettre vraiment un coup de collier sur le rapprochement avec le milieu professionnel. Ça passe par ce genre de journée, donc c'est vraiment encore merci. Déjà, c'est déjà une réussite d'avoir ce parterre de personnes aujourd'hui dans l'amphi, et ça c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres enseignements qui sont en rapport avec ça. Il y a un événement où il y a un déplacement à l'INSEP d'une semaine pour les étudiants également de M2. Il y a le fait qu'on accueille de plus en plus de professionnels dans notre formation au niveau du Master 1 et du Master 2. Donc c'est clairement le fait d'assumer aujourd'hui que il y a une sorte de triptyque un peu virtueux entre la formation, le milieu professionnel qui vient dans nos formations. On envoie les étudiants aussi en stage qui sont censés amener des plus-values au niveau des structures professionnelles aussi avec ce qu'ils apprennent sur le banc de la fac, et c'est frotter ces deux milieux. Et puis j'oublie pas le milieu de la recherche appliquée également qui alimente tout ça. Donc vraiment ce type d'événement aujourd'hui, on est complètement dans la thématique. Et puis c'est pour les étudiants aussi, je trouve vraiment intéressant sur le côté professionnel, d'avoir aussi cet aspect de toucher à d'autres aspects. Aller rencontrer des gens, organiser, toucher à de l'événementiel. Et en termes d'innovation pédagogique, c'est aussi extrêmement intéressant. Et donc c'est la deuxième année. Faut rappeler quand même que la première année, ça avait été déjà un gros travail des étudiants, malheureusement pour eux, c'était il y a 3 ans. Ça n'avait pas été organisé à cause du Covid. Donc on est lancé sur quelque chose qui, je pense, va perdurer. Et donc, je vous dis quoi, profitez de discuter, questionner les professionnels,
Et puis encore merci à eux d'être présents aujourd'hui pour justement échanger leur expérience et apporter un petit peu tous ces éléments à la communauté. Donc merci à tous, profitez bien de cette journée et que les échanges soient fructueux. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être assez bref, je vais juste dire deux mots sur le contexte dans lequel s'est inscrit cet enseignement. Donc, comme l'a dit Sylvain, c'est donc un enseignement, dans lequel s'inscrit ce séminaire. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'un enseignement qu'on a accompagné donc, avec Antoine Nordez. Je tiens à remercier les étudiants pour leur travail. Ça a été un plaisir de vous accompagner dans ce projet, de travailler avec vous. Voilà, faut se le dire, c'est pas... De notre côté enseignant, c'est pas très difficile parce qu'on travaille avec les étudiants de M2, c'est la crème de la crème, hein, c'est le produit fini de l'UFR STAPS, c'est le beau linge. Donc ça se passe bien, c'est des étudiants sérieux, donc forcément c'était un plaisir de travailler avec eux. Quand même, n'oubliez pas, si jamais ça se passe mal aujourd'hui, ce sera de leur faute. Et puis si ça se passe bien, il faudra bien nous remercier. Juste un dernier mot pour vous dire que je suis très heureux d'être là pour deux titres. Le premier, c'est qu'habituellement, les étudiants se sont charriés toute l'année à ce sujet-là. Habituellement, à cette période-là, j'ai la grippe, donc je suis pas là. Mais cette année, ça va bien. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très content, c'est que évidemment, la thématique m'intéresse particulièrement et je pense qu'elle est très actuelle dans le milieu de la préparation physique. Et aussi parce qu'on va bénéficier aujourd'hui d'interventions d'experts de la pratique, mais surtout qui voient la pratique par des spectres, par des prismes très différents. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être une vraie richesse, cette complémentarité des visions de l'haltérophilie et de son utilité dans différents contextes. Donc voilà, merci encore aux intervenants d'avoir accepté l'invitation. Bravo aux étudiants pour l'organisation. Tant que j'ai la main, je remercie aussi les étudiants de l'aspect altéro qui ont accepté de participer à l'organisation et cet après-midi de participer aux démonstrations. Donc j'espère qu'on va avoir de belles exécutions et de belles barres. Je compte sur vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je passe la main à Baptiste, président de l'association. Merci beaucoup. Je vais donc parler en tant que président de l'association de l'ANEOPS qui organise ce séminaire dans le cadre, comme Sylvain l'a précisé, du master. On souhaiterait tous vous remercier. Alors, pour commencer, les membres de l'association, les bénévoles qui sont là, Lilian les a cités, les étudiants en spé altéro, mais aussi Monsieur Antoine Nordez et Lilian Lacampagne qui nous ont accompagnés tout au long de l'année et qui nous ont beaucoup aidés par leur conseil, même si pour eux, ça avait l'air facile. Enfin, tous les partenaires de cet événement, donc on pourrait citer Nantes Université et l'UFR STAPS évidemment qui nous met à disposition les locaux, ainsi que le laboratoire Mouvement, Interaction et Performance, l'Institut Régional de Formation au métier de la rééducation et de la réadaptation, le CREPS des Pays de la Loire, le réseau Recherche et Sport en Pays de la Loire, la salle CrossFit Human Project pour le prêt du matériel, l'association Cadran et enfin la Fédération française d'haltérophilie et musculation et l'entreprise Sport Trainer pour les dotations et pour leur accompagnement. Pour finir, j'aimerais remercier les intervenants qui ont accepté de rentrer dans notre démarche et qui ont été très volontaires et sources de propositions. Donc, je vais pouvoir citer Pablo Amouche qui est juste ici, Mathieu Cotard qui est là, Renaud Le Chevalier que je vais présenter juste après parce qu'il va faire la première présentation, mais aussi Hugo Vass et Kevin Kessmaker qui a répondu pour les interventions pratiques, et enfin Olivier Morelli pour la dernière intervention de la journée. Les dernières personnes que j'aimerais remercier, c'est vous tous, vous qui êtes ici, les étudiants, professionnels du sport, de la recherche, de la santé, de la réadaptation, qui tout au long de l'année nous ont présenté leur soutien et leur intéressement pour l'événement qu'on essayait d'organiser. Et donc merci à vous pour votre présence et j'espère que vous allez passer une excellente journée. Juste un petit point sur l'organisation de la journée avant de lancer la première intervention. On va rester dans cet amphi jusqu'à midi pour les deux interventions de Renaud et de Mathieu. Ensuite, il y aura un temps pour vous restaurer. Les personnes qui ont pris un repas, on vous dirigera vers les salles dans lesquelles vous pourrez recevoir vos plateaux.
Ensuite, on fera un départ groupé vers la salle Pierre Pinon pour les interventions pratiques, qui auront lieu de 13h30 à 16h. Et enfin, on reviendra ici pour une pause café, la dernière intervention d'Olivier Morelli et la table ronde. Place maintenant à la première intervention de la journée, donc présentée par Renaud Le Chevalier, conseiller technique national au pôle formation de la FFHM. Il est également l'auteur du livre La nouvelle haltérophilie, publié aux éditions Fortrainer, qui nous aide à organiser cet événement. Fort d'une volonté de transmission, il va aujourd'hui vous présenter dans un premier temps les formations de la FFHM pour encadrer l'haltérophilie, mais aussi les sciences derrière l'haltérophilie. J'aimerais s'il vous plaît que vous l'accueilliez par vos applaudissements. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici. D'aller en discuter avec Lilian. Moi j'ai commencé l'haltérophilie il y a une trentaine d'années. Je disais à Lilian, si on avait rempli une salle de classe à l'occasion d'un séminaire de ce type, on aurait été très heureux. Aujourd'hui, un long chemin a été parcouru, notamment avec l'émergence du CrossFit. Et on se rend compte qu'on arrive à remplir des amphis de l'université. Et pour nous, c'est un peu une nouveauté. On n'est pas spécialement habitué à ça, à la fédération d'haltérophilie, et il va falloir aussi qu'on apprenne à l'être un peu plus. Voilà. Et donc, du coup, je suis très heureux de pouvoir être là aujourd'hui. On va vous faire une présentation. On m'a demandé de faire une présentation théorique. Alors, moi, je ne suis pas un théoricien, je suis plutôt un praticien qui a cherché à vulgariser un petit peu à travers l'écriture d'un bouquin. Je suis avant tout quelqu'un de terrain. J'ai pas de parcours universitaire, en tout cas au sens STAPS du terme. J'ai fait Sciences Éco à la fac, ça n'a rien à voir. J'ai une licence de sciences économie. Et puis j'ai passé mes brevets d'État. Donc ça c'est l'ancêtre des BP, DE, DES. Et puis ensuite je suis devenu prof de sport il y a à peu près une quinzaine d'années. Voilà. J'ai occupé pas mal de missions en tant que chargé de développement. J'ai été entraîneur national pendant 8 ans, sur les équipes de France cadet, junior essentiellement, un petit peu les moins de 23. Et puis j'ai repris des fonctions depuis 2 ans au sein de la fédération, plutôt sur des missions de formation. Voilà. Pour vous présenter un petit peu plus le contexte. Voilà. Dans la mesure où la fédération est partenaire, et dans la mesure où elle est partenaire aussi avec les universités, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, on a une petite douzaine d'universités avec lesquelles la fédération est en partenariat. La vôtre, bien sûr, mais aussi Montpellier, Limoges, Angoulême, Clermont-Ferrand, Brest depuis peu. Voilà, je ne vais pas vous les citer, mais en tout cas je vous félicite parce que vous brûlez la politesse à toutes les autres universités. Parce que finalement, Montpellier c'est la grosse université, sans vous faire offense, avec laquelle la fédération travaille depuis un certain nombre d'années. Et pour autant, vous êtes les premiers à proposer ce type de séminaire centré sur l'haltéro. Donc voilà, je vais vous en féliciter, puisque finalement, vous êtes rentrés dans la brèche et c'est très bien. Voilà, peut-être que ça fera écho aussi dans d'autres universités pour que ce type de séminaire, de conférence puisse se déployer un peu au niveau national et en faire profiter tous les étudiants férus d'haltérophilie. Donc, avant que je vous propose une présentation de l'haltérophilie, bien qu'il existe plusieurs haltérophilies, je vais simplement vous donner quelques éléments pour ceux qui le souhaitent, présenter un petit peu rapidement le catalogue de formations que propose la fédération. Alors, il y a des formations que vous connaissez pour les étudiants qui sont en L3, qui passent les brevets fédéraux.
Puis il existe aussi des formations un peu plus professionnelles qui permettent de valider notamment des UC du DP-AF. Voilà. Il y a une vingtaine de pages, je vous le donnerai aux étudiants de l'ANEOPS de manière à ce que vous puissiez avoir un visuel complet de ce que propose la fédération. Je ne vais pas vous lire page par page, mais c'était simplement de vous présenter un petit peu les différents items sur lesquels la fédération travaille. Alors le premier item, c'est un item qui répond dans un premier temps à nos problématiques de club, c'est-à-dire à nos problématiques de licenciés, bien que du coup ça se développe maintenant au sein des fédérations. Ce sont nos brevets fédéraux. Donc on a deux brevets fédéraux que vous connaissez pour les étudiants qui le passent, c'est le BF1 et le BF2. On a soit le volet haltérophilie, soit le volet musculation. Ces deux brevets fédéraux ont deux approches un peu différentes. Le BF1 c'est plus une approche d'initiation et le BF2 c'est plutôt déjà une approche de perfectionnement. Concrètement, en BF1, j'apprends à faire de l'haltérophilie et j'essaie de maîtriser un minimal le répertoire gestuel, des choses que vous verrez avec Kevin probablement cet après-midi. Et puis le BF2, on commence déjà un peu plus à réfléchir sur des observations qu'on réalise et comment être capable d'aller chercher dans le répertoire gestuel les exercices qui permettent de répondre aux défauts que j'ai pu observer. Voilà, pour faire un peu simple. Et ensuite, on a un brevet fédéral 3e degré qui lui est plus un brevet fédéral d'expertise où on va parler beaucoup plus de planification d'entraînement. Donc ça c'est pour la filière fédérale. Ensuite on a une filière professionnelle avec un diplôme qui nous a permis de nous développer énormément la fédération depuis 5-6 ans, c'est le coach haltéro. Donc le coach haltéro il nous permet de nous développer en particulier parce qu'il permet de valider l'UC4 du BPAF et ça nous permet d'être concurrentiel, notamment auprès des organismes de formation et aussi d'attirer des personnes de la branche déjà qui sont professionnalisés, qui ne souhaitent pas spécialement passer un BP, mais qui souhaitent uniquement avoir une valence un petit peu plus forte sur l'haltéro. Donc ça, c'est un diplôme qui est intéressant dans la mesure où il peut être financé via les OPCO, c'est-à-dire la possibilité d'être pris en charge, voilà, par l'AFDAS notamment. Et c'est un diplôme qui a la particularité d'être à la fois présentiel et en grande partie distanciel, ce qui est très différent de nos brevets fédéraux qui sont essentiellement présentiels. Vous avez également un diplôme qui est plus orienté sur la muscu, le coach muscu fonctionnel. Il y a 2 degrés, donc on a un degré 1 puis on a un level 2 qui est en train de se monter. Ce diplôme, en tout cas cette formation, elle a un volet un petit peu différent, elle a un volet aussi pour être un peu plus dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on est sur des items sur le kettlebell, sur ce qu'on appelle la barre olympique, concrètement c'est les mouvements de force athlétique, squat, soulevé de terre, développé couché. Sur du travail à poids de corps et puis sur toute la possibilité de travailler avec le TRX. Voilà. Donc ça c'est un diplôme qui est comme le coach haltéro qui a la possibilité d'être pris également en charge par les OPCO. Voilà. Donc c'est des formations auxquelles vous pouvez accéder sans préalable, sans le fait d'avoir besoin. On n'a pas besoin d'avoir un brevet fédéral par exemple pour s'inscrire sur un coach haltéro ou un coach muscu fonctionnel. Et puis ensuite on a un volet sur le coach muscu santé, donc ça c'est très différent, on n'est pas du tout sur la sphère on va dire compétitive, sportive, on est plus sur quelque chose qui est très dans l'air du temps en tout cas vis-à-vis de notre ministère de tutelle, et donc on a été sollicité comme beaucoup de fédérations pour rentrer dans ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, et pour pouvoir rentrer dans ce concept-là, qui est encore assez balbutiement, on a une formation qui s'appelle le coach muscu santé, voilà, qui a vocation à pouvoir donner des éléments de pédagogie, de méthodologie pour prendre en charge notamment des personnes qui ont des longues maladies, des maladies chroniques, voilà. Et donc là c'est mais c'est des choses qui existent déjà dans les ARS dans à peu près toutes les régions de France. Voilà. Mais nous en tout cas on a un diplôme spécifique qui est comme le coach muscu fonctionnel et comme le coach haltéro. Essaie d'être dans l'air du temps. Le Covid aussi est passé par là, il nous a interrogé là-dessus, donc il y a une grosse partie distancielle et il y a un petit bout présentiel. Voilà. Donc j'en termine là-dessus. Il y a tout un tas d'autres formations qu'on met en place, mais qui sont des formations un petit peu accessoires. Voilà. Je vous laisserai le soin, je vous enverrai ce document qui a une petite vingtaine de pages. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne un peu tous les éléments, notamment
en matière d'inscription, les coûts, vous avez des liens avec les personnes à contacter, comment s'organisent les formations exactement, voilà, vous aurez un petit peu tous les détails. Donc voilà pour ce qui était de cette petite présentation. Alors maintenant on va passer au vif du sujet. Donc ce que je vais vous proposer, ce que je vais vous présenter, c'est des choses que vous pouvez trouver à peu près partout. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une... Moi quand j'avais votre âge, il n'y avait personne qui avait formalisé les choses en France. On avait des choses qui avaient été formalisées un petit peu sur les pays de l'Est, avec Lazare Baroga qui est un entraîneur roumain, mais c'est quelque chose de très ancien, c'est les années 60. On avait quelques personnes mais qui étaient d'origine anglo-saxonne, et Dieu sait qu'en France on a des problèmes souvent avec la langue anglaise, donc pour le coup il y avait très peu de choses qui avaient été traduites. Et quand moi j'ai commencé l'haltéro en 1990, ça n'existait pas. J'ai appris l'haltérophilie avec des gens qui ne nous expliquaient pas spécialement ce qu'on faisait. Pour autant ça fonctionnait très bien, il y avait des choses qui étaient très empiriques. Moi j'ai eu la chance de démarrer les opportunités de la vie. J'ai commencé l'haltérophilie dans ce qui était à l'époque le meilleur club de France. Mais moi je ne le savais pas, j'habitais à 3 km. Je me suis retrouvé à faire de l'haltéro dans un club. Au début j'y ai débarqué à peu près comme tout le monde. Il y a 30 ans, on ne décidait pas de faire de l'haltérophilie du jour au lendemain. J'avais 16 ans, je me suis dit tiens, je vais faire un petit peu de muscu comme mes copains, et puis je me retrouve dans un club. Puis je me suis fait avoir, quoi. C'est-à-dire qu'en 2-2, je me suis retrouvé à faire de l'arraché, l'épaulé, c'était de la muscu, quoi. Et puis de fil en aiguille, je me suis fait escroquer, je me suis retrouvé à faire de l'haltérophilie. Voilà. Et j'étais dans le meilleur club de France. Mais on le découvre après au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure déjà on se rend compte un petit peu du niveau, on se rend compte qu'il y a beaucoup de participants. C'était aussi déjà le début de la professionnalisation de l'encadrement, ce qui était très nouveau il y a 30 ans. Avec les brevets d'État, il y avait très peu de professionnels dans les clubs. Et puis quand on commence à naviguer dans les compétitions, dans les différents clubs à droite à gauche, on se rend compte que finalement on est dans un endroit qui est extrêmement bien structuré. Et ça on s'en rend compte généralement un peu plus tard. Et donc dans ce club-là, moi, la modélisation que je vais vous présenter, moi on me l'a jamais présentée. En tout cas on me l'a présentée avec des mots particuliers, avec différents moments, mais tout ça c'était pas vraiment bien imbriqué, c'était pas collé, quoi. Voilà. Et le premier qui a commencé à formaliser un petit peu les choses, en France en tout cas, c'est au début des années 2000, c'est Yann Morisseau, qui est un ancien entraîneur national d'haltérophilie, donc voilà, qui est entraîneur à l'INSEP pendant de nombreuses années, et qui est le premier à avoir un petit peu réfléchi sur la manière en tout cas de vulgariser les choses et de mettre des mots sur des choses qu'on faisait déjà par ailleurs. Voilà. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, quand on navigue un petit peu sur le web, on trouve plein de choses. Et y compris ce que je vous présentais là, sous d'autres formes, mais on retrouve la même chose. Voilà. Donc moi, mon objet aujourd'hui, c'est pas spécialement de vous faire un cours descendant, c'est plutôt de vous faire vivre en tout cas ces diapos-là au regard en tout cas de mon expérience de praticien en tant qu'ancien compétiteur, et puis praticien également en tant qu'ancien entraîneur. Voilà. Et puis mon parcours a fait que j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, j'ai entraîné à peu près tous les niveaux. J'ai entraîné des gens modestes, sportivement, et puis j'ai entraîné beaucoup de jeunes, j'ai entraîné des gens à haut niveau, et puis aujourd'hui je suis revenu au départ, puisque j'entraîne dans des box CrossFit, et j'entraîne des gens qui sont bons en haltéro, puis j'entraîne aussi des gens qui arrivent un peu là par hasard, qui ont été un petit peu en difficulté sur un WOD ou deux un jour, et qui du coup viennent à un cours spécifique pour apprendre un petit peu le b.a.-ba de ce qu'est l'arraché et pour les jeter. Voilà. Donc sur cette modélisation, déjà la première des choses, c'est de vous présenter ce qui est un peu notre logique interne en haltérophilie. Voilà. Alors la première des choses, évidemment, c'est la logique interne de l'haltérophilie, c'est de soulever le plus lourd. Et en particulier, c'est de soulever le plus lourd dans un règlement, puisque nous, on a un règlement sportif en compétition qui nous distingue notamment des performances qu'on peut voir au CrossFit, mais même en prépa physique. C'est-à-dire que nous, quand on met la barre au-dessus de la tête, on doit absolument tendre les bras. Sinon, c'est pas validé. Voilà. Donc il y a ces aspects-là, et puis il y a des aspects où on doit effectivement, on a un temps pour passer, on n'a que 3 essais, on a
certain nombre de possibilités de changer les barres. Enfin, c'est très normé, mais comme l'est n'importe quelle discipline de compétition. Et puis, on essaie de le faire dans le respect de sa propre intégrité physique. Ça, c'est important. Voilà. C'est important parce que finalement, ça a toujours été notre point fort dans l'haltéro, c'est d'expliquer qu'on soulève des barres en ayant le dos plat. Et finalement, ça, c'est extrêmement transversal. C'est transversal pour tout un tas d'apprentissages à l'école, puis ça l'est aussi dans le monde du travail. Alors même si on s'est très peu développé dans ces domaines-là, en tout cas, c'est des choses qu'on a essayé de faire à différents moments dans la fédération pour essayer de vendre en tout cas nos vertus. Voilà. Et puis il y a un certain nombre de contraintes lorsqu'on soulève une barre, et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation que je vais vous faire. C'est que la première des choses, c'est qu'on doit vaincre une inertie, puisque la barre elle est posée au sol, elle n'a pas de vitesse au départ. C'est d'être capable d'imprimer une certaine trajectoire. On parle souvent en haltérophilie de faire corps avec la barre, et de faire en sorte que finalement, le centre de gravité de la barre s'aligne toujours avec le centre de gravité du corps. Voilà, si je vous demande de faire le tour de Nantes en plant un disque à bout de bras comme ça, ou en tenant près de vous, vous allez vite comprendre ce qui est plus facile. Voilà. Ça, c'est un principe physique, on va dire, en haltérophilie. Qu'il faut également générer des accélérations, parce qu'évidemment, plus je suis capable de soulever rapidement ma barre, plus le temps d'effort va être réduit, plus a priori je suis capable de soulever lourd. Et puis ensuite, de maintenir un équilibre, d'une part pour des raisons réglementaires, parce qu'on doit rester dans notre zone de compétition, qui fait 4 mètres sur 4, et d'autre part parce que si je perds l'équilibre, a priori il y a des chances que la barre tombe par terre. J'enfonce évidemment des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler qu'on est quand même sur des efforts brefs et intenses, donc on est plutôt nous, sur une énergétique d'anaérobie alactique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas dans les autres filières. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la planification d'entraînement, on travaille énormément en lactique, voilà, en particulier sur les périodes foncières, sur les périodes pré-compétitives, de plus en plus parce qu'également on commence à s'inspirer du crossfit. Faut pas en avoir honte. Voilà, on a cherché à s'en décentrer très très vite au départ. En réalité, on se rend compte qu'il y a plein de choses à prendre. Et donc automatiquement, on a beaucoup fait évoluer nos techniques d'entraînement, et en particulier, on fait bien plus de prépa physique qu'avant. Quand j'ai passé mon brevet d'état de 2e degré, ce qui est l'équivalent du DES, on avait un coordonnateur de formation qui était issu du rugby. Il était toujours très taquin avec nous. Mais ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Et il nous regardait faire, puis il nous disait quand même les haltéros, vous êtes forts parce que c'est vous êtes les spécialistes de la barre, mais en fait vous faites jamais de prépa physique. Vous faites pas de muscu, vous faites en fait du spécifique, haltéro, arraché, épaulé jeté. Et ça c'est finalement on a subi entre guillemets l'influence des pays de l'Est, et en particulier de la Bulgarie et de la Roumanie. Et la Bulgarie et la Roumanie, ça a toujours été des pays très en pointe, et la France a fait venir beaucoup d'entraîneurs bulgares dans les années 80-90. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec un entraînement qui était hyper spécialisé. L'haltérophilie en Bulgarie, c'est arraché, épaulé jeté, squat, tirage, arraché debout, épaulé debout. Le reste, on n'en fait que très très peu. Et donc on s'est beaucoup inspiré de ça dans les années 90. Alors c'est intéressant parce que ça permet de construire du geste, ça permet aussi de travailler régulièrement lourd, donc on progresse finalement assez vite. Par contre, on progresse assez vite, puis tout d'un coup, après, ça stagne. Et quand ça stagne très très fort. Voilà. Et aujourd'hui, on est sorti un petit peu de ça, et on est beaucoup plus orienté sur des trails de prépa physique. Donc, du coup, on est beaucoup plus sur des énergétiques qui sont bien plus variées que l'été, en tout cas, moi, je l'ai connu il y a une trentaine d'années. Et puis, comme je le disais également en introduction, aujourd'hui, il y a plusieurs haltérophilies. Moi, j'ai connu une époque où l'haltérophilie, c'était arraché, épaulé jeté, et c'était des compétitions d'haltéro. Et puis, tout le reste, pour nous, c'était pas de l'haltérophilie. Alors aujourd'hui, finalement, et c'est l'objet de ce séminaire, il existe finalement différentes formes d'haltérophilie. C'est la richesse, finalement, des interventions qu'on va avoir avec vous aujourd'hui. La première, c'est ma représentation à moi, en tout cas c'est ce que moi je représente, c'est soulever le plus lourd. C'est clairement ça l'haltérophilie en compétition, c'est soulever le plus lourd. Et puis ça peut être aussi, avec les autres intervenants que vous aurez toute la journée, l'haltérophilie c'est aussi soulever pour maximiser sa discipline de prédilection. Voilà, on peut très bien chercher à être très bon en arraché, en épaulé jeté, avec pour vocation de pouvoir sauter plus haut à la perche ou de pouvoir être meilleur à la mêlée ou voilà, ce genre de choses. Et puis, évidemment, c'est soulevé avec fréquence à des fins de développement athlétique. Et là, on est plus sur la partie un peu plus crossfit, on va dire. On cherche à cibler du geste et on cherche du coup à être capable d'enchaîner un nombre important de répétitions dans des temps qui sont relativement courts.
Et nous, on s'inspire aujourd'hui en haltéro beaucoup de ça pour travailler notamment sur la partie foncière. Moi, j'ai connu une époque où la partie foncière, c'était développé couché, curl biceps, des choses très analytiques et très éloignées de notre activité. On faisait du renfort de ce type. Aujourd'hui, on en fait très très peu. Maintenant, on est sur du travail beaucoup plus type crossfit. Voilà. Alors, l'haltérophilie, je vais vous présenter un petit peu l'analyse biomécanique sur l'arraché, sur l'épaulé et sur le jeté. Pour ça, vous verrez quelques petites photos. Donc, vous aurez comme modèle Kevin Kazmaka, que vous aurez comme intervenant cet après-midi, qui est un ami, et qui est un des modèles du livre que j'ai écrit récemment. Et puis Mélissa Dumaret, qui est une jeune fille qui a à la fois la balance haltérophilie et qui est devenue depuis peu une crossfiteuse de très bon niveau. En haltérophilie, à chaque phase, en tout cas on va décrire les phases. Ce qui est important, c'est qu'on va distinguer des différents types de placements et surtout des appuis. À chaque phase, un changement d'appui. Le pied, c'est essentiel en haltérophilie. Et puis on va y voir effectivement des notions de trajectoire, et je reviendrai un petit peu sur les notions de vitesse de déplacement. C'est la partie un petit peu scientifique, voilà, des éléments que je peux vous donner. Alors c'est pas mes éléments à moi, hein, c'est des éléments qui ont déjà été travaillés par des chercheurs. Mais en tout cas, je vous donne un petit peu ces éléments-là. Ce qui compte dans les notions de vitesse, c'est pas tant de savoir à quelle vitesse va la barre, c'est plutôt de savoir à quel moment l'accélération doit être marquée. Que la barre, moi en tant qu'entraîneur, clairement, je m'en contrefous de savoir si la barre va à 1,5 ou 1,6 mètres par seconde. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité de mon sportif à placer l'accélération au bon endroit. Alors, on va démarrer là-dessus. L'idée, c'est de vous faire un petit distinguo entre la position d'arraché, donc ça c'est la partie gauche avec Kevin, et la position d'épaulé, c'est la partie droite avec Mélissa. Ce qui permet notamment de voir les différences qu'on va remarquer entre l'arraché et l'épaulé. À l'arraché, il y a en tout cas on distingue 6 phases. On peut discuter, il n'y a pas de dogme là-dessus. Et puis on distingue aussi 6 phases à l'épaulé. Et on va se retrouver du coup avec les mêmes phases, mais avec des placements qui quelquefois diffèrent un petit peu, et des notions liées à l'accélération et à la vitesse qui sont un tout petit peu différentes. Donc sur les placements de départ, ce qu'on va pouvoir observer déjà, c'est qu'il faut toujours partir les bras tendus, qu'on a le dos plat. Bon, le dos plat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est notre valeur forte à nous en haltérophilie. Et puis ce qu'on peut déjà observer sur la position de départ, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle une position un peu plus redressée à l'épaulé, c'est-à-dire un petit peu plus assis et moins contrebalancé sur l'avant. Pour autant, l'idée c'est d'avoir ces appuis plutôt plante de pied. Okay, on écrase bien les pieds, on essaie de pousser dans le sol. Et comme à l'arraché, on a tendance à être un tout petit peu, on cherche en tout cas à avoir les épaules un peu sur l'avant, en haltéro on triche un petit peu, on a des chaussures spécifiques avec un talon qui est un peu surélevé, qui est rigide, qui nous permet de tricher. Tricher notamment, alors Kevin il n'en a pas besoin parce que Kevin il a une mobilité de dingue, donc il a des chaussures type crossfit sur toutes les images qu'on verra là. Mélissa, elle a une mobilité notamment de cheville qui est beaucoup moins importante, et elle n'est pas capable de faire la même chose que fait Kevin. En termes de mobilité, ce qui est essentiel à prendre en compte en tout cas, et ça c'est pas que, c'est quel que soit finalement le type de pratiquant que vous aurez en face de vous, c'est la mobilité de la cheville. Donc ça c'est un vrai facteur limitant en haltérophilie. Si je suis hyper raide en cheville, ça va pas être facile. En tout cas, il va y avoir un peu de travail à réaliser de ce côté-là. Alors aussi bien la mobilité tibio-tarsienne, qu'également la souplesse du tendon d'Achille, parce qu'on peut très bien avoir une bonne mobilité et puis finalement être un petit peu raide du tendon d'Achille. On a besoin des deux pour pouvoir avancer au maximum le genou sur la cheville sans lever le talon. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel en haltérophilie, c'est ce facteur au niveau mécanique. Petit rappel, c'est important parce que ça c'est des choses qu'on a du mal à accepter au début quand on pratique, c'est ce qu'on appelle le hook grip. Alors dans notre jargon français on appelle ça le crochetage. Voilà, on crochette bien la barre, c'est-à-dire qu'on passe le pouce sous l'index et le majeur. Voilà, alors ça fait mal au pouce au début, mais vous faites comme les gens qui jouent de la guitare, vous avez le droit de ronger tous vos ongles, sauf celui du pouce. Voilà, parce que sinon vous risquez d'avoir un petit peu mal au fur et à mesure du temps. Ça c'est essentiel. Tous les gens qui débutent l'haltéro souvent sont très mal à l'aise avec le fait de faire le grip, et on ne voit pas l'utilité, c'est normal. Kevin, son record, c'est 130 à l'arraché. Il y a longtemps. Il n'en voudra pas.
Quand il a arraché 130, s'il a tiré le grip, il aurait fait 110, 115, allez. Mais après, c'est fini. C'est plus possible, ça tient pas. Donc c'est vraiment essentiel d'apprendre à faire le grip. Alors, là, on est sur ce qu'on appelle le premier tirage. C'est-à-dire que je viens monter la barre jusqu'au dessus du genou. Là, on a des similitudes, bien sûr, et on a aussi des différences. La première des similitudes, c'est qu'on doit chercher à garder les bras tendus et que les appuis sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on passe d'un transfert d'appui de plante de pied vers plutôt la pointe de pied. Et toujours être capable de résister avec ses chaussures, notamment, pour ne pas relever les talons et rester bien en appui sur mon pied. Pour autant, ça m'emmène légèrement sur l'avant. Ce premier tirage, il arrive dans ce qu'on appelle la position fondamentale. Pour ceux qui font un peu d'entraînement en haltérophilie ou en crossfit, on appelle ça le hang, ou la position en suspension. Alors pour bien le distinguer, on appelle ça la suspension haute, avec le distinguo avec la suspension basse. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'une fois que la barre est là, je redescends un mi-tibia sans reposer la barre au sol, et je fais mon mouvement. On appelle la suspension basse. L'idée de suspension, c'est d'être suspendu dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre la barre et le sol. Ce premier tirage, vous voyez qu'à l'arraché, ça va monter un petit peu plus haut. Généralement, ça monte grosso modo, encore une fois, ça va dépendre de la longueur des segments, c'est-à-dire de la longueur des fémurs, mais grosso modo, on arrive dans la zone du premier tiers de la cuisse. Alors qu'à l'épaulé, on va plutôt être juste au-dessus de la rotule. Ça va s'expliquer par le fait que comme j'ai une prise de main qui est plus large à l'arraché, la barre va avoir plus d'amplitude et je vais pouvoir monter bien plus haut avec la barre que je ne la monte à l'épaulé. On va le voir après sur les autres clichés. Donc automatiquement, mon premier tirage, je dois le stopper plutôt à l'épaulé, car il faudra que j'accélère plus tôt. C'est la différence fondamentale entre l'arraché et l'épaulé. Alors il n'y a pas que la prise de main, il y a aussi le fait tout simplement que je soulève plus lourd à l'épaulé. Donc de fait, il va falloir que je lui mette une accélération un peu plus précoce pour être capable de vaincre cette inertie. Donc là, ça permet de le voir de profil. Et ce qu'on voit de profil, c'est qu'effectivement, de par le fait que Mélissa était partie sur une position un peu plus redressée, lorsqu'elle arrive au premier tirage, elle a déjà une position un peu plus redressée que celle de Kevin. Pour autant, au niveau musculaire, il n'y a pas trop d'extension du dos entre le départ et le premier tirage. Il faut chercher à conserver la même inclinaison du dos. C'est-à-dire que nous, dans notre jargon, on dit qu'il faut rester en jambes. C'est-à-dire que ce premier tirage, il s'effectue à la force des jambes, mais pas trop à la force des bras. À la force du dos. Le dos a une action plutôt isométrique, voilà, alors que les jambes ont déjà une action concentrée. Ok ? Là, on arrive sur ce qu'on appelle la phase de transition. Cette phase de transition permet d'aller de la position fondamentale jusqu'au point de puissance. Le point de puissance, grosso modo, c'est là où je vais accélérer. C'est là où je vais envoyer les watts. C'est là où il va falloir que du coup, je produise mon effort pour être capable d'aller rapidement sous la barre. Ce point de puissance, Kevin à l'arraché va aller le chercher plus haut que Mélissa. Pourquoi ? Parce que sa position fondamentale était déjà plus haute que Mélissa à l'arraché. Donc forcément, lui va chercher un petit peu plus haut. Okay ? Donc on va se retrouver plutôt 2 tiers de la cuisse chez un arracheur, alors que chez quelqu'un qui fait de l'épaulé jeté, on va plutôt être à mi-cuisse. Là, on va venir accélérer. Cette fin de phase de transition, on appelle ça le point de puissance. Ce point de puissance, nouveau changement d'appui. On était tout à l'heure légèrement sur la pointe de pied. On va se remettre cette fois-ci bien sur la plante de pied. Et là, cette fois-ci, si je me mets le profil, je vais pouvoir observer que je suis capable d'aligner mes épaules avec mes genoux. Et surtout pas les épaules en arrière. Jamais en talon, en haltérophilie, sauf un petit peu au jeté, on en reviendra tout à l'heure. Il ne faut jamais être en talon, fort sur ses appuis. Les bras sont toujours tendus, ça c'est important, c'est les défauts qu'on observe chez les débutants. C'est-à-dire que le passage des genoux, le moment où je décolle la barre pour la mettre sur mes genoux, souvent m'amène à tractionner un petit peu avec les bras. Voilà. Il faut essayer de garder les bras le plus tendus possible. Donc là on le voit de profil, et on voit que Mélissa à droite et même Kevin commencent à redresser un peu le dos. Là, on arrive à ce qu'on appelle le second tirage ou la phase d'extension finale. Alors, je le distingue entre 2 petites étapes. Voilà, vous allez voir l'étape suivante. Sur cette étape, on distingue qu'ils montent tous les 2 sur la pointe de pied, nouveau changement d'appui.
on essaie de garder la barre au plus près du corps, et on évite de taper la barre. Alors ça, c'est... je réponds à cette question toute l'année, tout le temps. On voit des gens qui tapent, c'est vrai. On a notamment les Turcs, par exemple, les Turcs, les Bulgares. Voilà, il y a un certain nombre de pays, les Arméniens un petit peu. Ça tape un petit peu. Ça tape un petit peu parce que c'est tout simplement leur technique. Eux, ils sont pas du tout dans la notion d'extension, ils sont plus dans la notion de chute. Ils cherchent à chuter le plus vite possible. Ils essaient de jouer sur la vitesse de chute pour capter la barre en réception. C'est leur manière de concevoir l'arraché et l'épaulé. Donc eux, ils ont tendance à taper un tout petit peu pour pouvoir se glisser assez vite dessous. En France, en Chine, en Russie, voilà, on est plutôt dans de l'haltérophilie d'extension. On cherche à plutôt monter le plus haut possible. Et lorsque l'on monte le plus haut possible, il faut pouvoir conserver les deux centres de gravité et éviter que la barre ne s'éloigne du corps. Voilà, puisqu'on joue beaucoup moins sur la vitesse de chute. Alors la vitesse de chute, c'est un petit peu, c'est ce que j'appelle une adaptation de haut niveau, ce qu'ont fait les Bulgares, ce qu'ont fait les Turcs. D'ailleurs, l'haltérophilie de loisir en Turquie, en Bulgarie, ça n'existe pas. En France, on fait de l'haltérophilie dans le club. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des moyens, il y a des très bons, il y a un peu de tout. Moi, j'ai fait de l'haltérophilie dans un club où il y avait des non classés qui s'entraînaient à côté de gens qui préparaient les Jeux Olympiques. C'est notre format fédéral, voilà. En tout cas, c'est notre culture. En Bulgarie, ça n'existe pas. T'es bon, si t'es pas bon, tu fais autre chose. Voilà. On va pas perdre ton temps avec toi à faire de l'haltérophilie pour faire du niveau régional ou interrégional, ça n'intéresse absolument pas. Donc eux, c'est pour ça que je dis cette adaptation de haut niveau, parce que eux, ils tirent comme ça, et ils tirent tous comme ça, mais ce sont tous des athlètes de haut niveau. Et ça se maîtrise, parce que lorsque je commence à taper la barre va faire ce qu'on appelle un arc de cercle, et elle va commencer à prendre de la vitesse et à vouloir passer derrière. Et lorsqu'elle commence à arriver à passer derrière, soit vous êtes super mobile au niveau de la ceinture scapulaire, il n'y a pas de problème, à prendre la vitesse, ça part derrière, c'est manqué, mais il n'y a pas de risque. Soit vous êtes un petit peu plus raide au niveau de la ceinture scapulaire, voire au niveau des coudes, et généralement, vous voulez la retenir, donc vous y laissez la coiffe des rotateurs, voilà. Ou bien, si vous y laissez pas la coiffe des rotateurs, vous y laissez un petit coude. Voilà. Donc le coude, ça arrive de temps en temps que ça sorte. C'est la seule blessure qu'on observe en haltérophilie en compétition. On n'observe rien d'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on se blesse au coude systématiquement. Mais en tout cas, c'est l'effet de ce type de technique quelquefois. Voilà. Donc en France, on n'est pas très adepte de venir taper la barre. On a l'impression qu'on met de la vitesse en la tapant, alors qu'en réalité, on lui fait faire une gauche. Voilà. Donc ça, c'était notre première phase. Et sur notre deuxième phase, eh bien, on voit que cette extension, elle se poursuit avec l'action des bras. Et ça, c'est important. C'est dommage que Kevin ne soit pas là. Je vais lui tirer à l'oreille quand je le verrai tout à l'heure. Parce que Kevin, il utilise un verbe que moi, je trouve plutôt bien. Et d'ailleurs, même si je me suis nul au crossfit, je suis souvent un peu provocateur. J'utilise le français, j'utilise l'anglais parce qu'il faut que je sois dans le coup. Mais pour autant, je trouve qu'on a une langue française qui a bien plus de nuances. Et qui permet donc du coup d'utiliser plein de verbes pour dire pas la même chose. Pour dire plein de petites choses différentes et détailler les choses. Et lorsque on parle de cette étape 2, sur notre fin d'extension, Kevin il utilise le terme de se hisser sous la barre. Et non pas de chuter. Dans l'action de se hisser, c'est l'idée qu'en fait, mes bras me permettent de chuter. Et je ne suis pas que dans l'idée de venir me laisser tomber en flexion et puis espérer que j'ai la coordination nécessaire pour retendre vite mes bras, mais que c'est bien mes bras qui tirent tout le temps sur la barre et qui permettent cette chute. Voilà. Et je pense qu'il vous embêtera un petit peu là-dessus cet après-midi, parce que pour le coup, lui, c'est en tout cas sa conception de l'arraché. Et c'était plutôt un très très bon arracheur, Kevin, sur un plan technique et qui sentait bien les choses. Voilà. Et ça, c'est très très important. Et c'est ce type d'exercice, pour ceux qui font un peu d'haltéro, on appelle ça un high pull snatch, un tirage haut d'arraché. On cherche à remonter la barre jusqu'à la hauteur du sternum, exagérer l'extension. Alors bien sûr, là je vous fais une présentation qui est un peu déconnectée de la réalité. Quand Kevin il arrache 130, la barre ne monte pas cette hauteur-là. C'est l'idée d'aller chercher le plus haut possible. Forcément, quand j'y arrive un peu lourd, la barre va monter à peu près à la hauteur du nombril. Et moi, je joue avec la vitesse de chute et je cherche à me glisser dessous et tendre mes bras. D'où l'importance, on n'en a pas encore parlé pour le moment,
mais j'y viens, puis j'y viens un petit peu à la fin, sur la notion de morphotype. Donc en haltérophilie, évidemment, ça va être un petit peu caricatural ce que je vais dire, mais vaut mieux avoir des petits bras, des petites jambes, et plutôt un grand buste. Si j'ai un grand buste, ça me permet d'avoir de l'extension, et de pouvoir bien utiliser mon dos et la barre prendre la hauteur. J'ai des petites jambes, le fait qu'on a un plateau qui fait 4 mètres sur 4 et qu'il faut éviter d'en sortir, il faut être capable de rester dans sa zone. C'est-à-dire qu'en fait, là d'où je pars, c'est là d'où je reviens. Mélissa va revenir avec son pied avant, distance environ 1/3, puis après elle va revenir avec son pied arrière, distance environ 2/3. Et finalement, elle va revenir au même endroit de là où elle est partie. On revient toujours au même endroit. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas dans la réglementation sportive, hein. J'ai le droit de me promener comme je veux sur un plateau, j'ai le droit de faire un jeté où je ramène la jambe arrière en premier, c'est pas interdit. Pour autant, lorsqu'on veut maîtriser ce mouvement et être capable de bien le réaliser, il faut essayer de conserver ses préceptes. Voilà. Jambe avant, jambe arrière, ce qu'on observe aussi, c'est toujours être minimum à l'angle droit entre le tibia et le pied. Et surtout pas le genou qui avance sur la cheville. Si vous avez le genou qui avance sur la cheville, ça veut donc dire que vous êtes en train d'avancer votre centre de gravité et que vous risquez très probablement de devoir ramener votre jambe arrière en premier pour rectifier le fait que vous perdez l'équilibre sur l'avant. Donc on est plutôt sur angle droit, voire le genou légèrement reculé. Alors sur la vitesse de barre, je fais très vite, Lilian. Sur la vitesse de barre, ce qui est, je vous le disais tout à l'heure, ce document-là, je l'enverrai à l'association ANEOPS, donc vous aurez l'occasion de pouvoir le reparcourir un petit peu. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est pas tant la vitesse à laquelle va la barre qui est important, c'est surtout d'être capable de marquer l'accélération au bon endroit. Tout à l'heure on a parlé de point de puissance, c'est là où on doit marquer une accélération. Donc effectivement, la barre a une certaine vitesse au départ, et ensuite, à partir du point de puissance, on va marquer une vitesse qui est plus importante. Sur la phase dite de transition, qui permet d'aller de la position fondamentale au-dessus des genoux jusqu'au point de puissance entre mi-cuisse à l'épaulé et 2/3 de cuisse à l'arraché, on a généralement soit la vitesse se maintient, soit elle se réduit. Alors, on a plusieurs cas de figure. Lorsqu'on est face à un débutant, il cherche souvent à trouver l'endroit où il est censé accélérer. Donc très souvent, on observe une baisse de vitesse à ce moment-là. C'est pas un problème, bien au contraire, ça permet de trouver ses marques. Et on fait d'ailleurs beaucoup de travail avec temps d'arrêt pour être capable de trouver l'endroit où on est censé accélérer. Ça peut être aussi le cas d'athlètes confirmés, mais qui a des très grands segments, des longs fémurs. Et donc lui, il va faire preuve un peu plus de patience, il va avoir un temps d'organisation entre son premier tirage et son deuxième tirage, et on observe généralement une chose, une baisse légère de la vitesse. Voilà. Et puis ensuite, le troisième cas de figure, c'est tout simplement lorsque je vais chercher volontairement à décélérer pour être capable de bien mémoriser l'endroit où je suis censé accélérer. Ça s'adresse aussi à des athlètes confirmés qui ont tendance à tirer un peu précocement des bras. Le fait de réduire la vitesse, ça permet d'être un peu plus relâché au niveau des bras et d'être un peu plus focus sur ce que je suis en train de faire avec mes bras. Vous retrouvez la même présentation sur le mouvement de l'épaulé avec les mêmes constats. Voilà. À l'inverse de l'arraché, autant lorsqu'on arrive en réception à l'arraché, on peut se permettre d'avoir une vitesse quasi nulle, c'est-à-dire que je m'arrête en position à l'arraché, je me stabilise, puis je remonte avec la barre. Autant à l'épaulé, cette notion de conservation de vitesse, elle est essentielle. Dans notre jargon, on appelle ça repiquer la barre. C'est-à-dire, je chute et je remonte aussitôt. Utiliser l'élasticité et faire en sorte que du coup, je ne repars pas d'un point zéro. Si je repars d'un point zéro, forcément, j'aurai beaucoup plus de difficultés à remonter la barre. C'est pour ça que, notamment en renfort, pour les athlètes qui manquent un peu de coordination et qui ont du mal à remonter la barre aussitôt, on fait du travail notamment statodynamique en squat. Voilà, je descends, je m'arrête, 1, 2, je remonte. Voilà, pour faire en sorte que eux, lorsqu'ils sont dans cette situation-là, ils aient cette capacité de pouvoir redémarrer. Mais on essaye autant que faire se peut de remonter aussitôt. Sur le jeté, vous verrez qu'on a aussi des notions de vitesse, qui sont un peu plus proches de ce qu'on fait à l'épaulé qu'au jeté, pour la simple et bonne raison que les temps sont plus courts, les distances sont plus courtes, donc automatiquement on génère aussi moins de vitesse qu'à l'arraché. Les notions de trajectoire.
Alors, sur les notions de trajectoire, vous avez un petit dessin ici qui nous rappelle que, grosso modo, la barre, alors, on entend souvent au bord des plateaux, près du corps, il faut être le plus vertical possible. Alors ça, c'est une construction intellectuelle, évidemment, pour faire en sorte que la barre reste au plus près du corps. En réalité, la barre, elle ne monte pas de manière verticale. La barre elle va faire une espèce de petite cloche, elle va épouser le corps, elle va épouser le fait qu'à un moment donné, j'avance mes genoux et automatiquement, mon corps, il n'est pas tout le temps rectiligne. Et puis là, il y a les changements d'appui dont on a parlé, qui fait que la barre va réaliser une petite vague. Vous avez différents concepts. Lorsque j'ai parlé des Bulgares et des Turcs, vous verrez que cette courbe, elle est beaucoup plus prononcée, parce que comme ils viennent un peu taper la barre, automatiquement, j'ai une courbe qui est extrêmement prononcée au moment où je viens chuter en flexion. Là, on le voit modélisé plutôt cette fois-ci de profil, et on voit bien que du coup la barre monte, voilà, là c'est la tête tout en haut, et puis ensuite elle vient redescendre. Voilà. Quand on est sur des athlètes, comme je vous disais, plutôt bulgares ou turcs, ça vient énormément exagérer les courbes. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé des morphotypes. Alors évidemment, l'haltérophilie, ça s'adresse plutôt aux morphotypes dont j'ai parlé tout à l'heure. En tout cas, ça s'adresse pour faire du haut niveau. J'étais pas du tout fait comme ça, je me suis trompé de sport. Alors, ça nécessite, alors évidemment un morphotype particulier, j'en ai parlé, puis ça nécessite aussi des qualités musculaires intrinsèques. La typologie des fibres, très clairement on a besoin de fibres rapides en haltéro, on a parlé d'anaérobie lactique tout à l'heure, donc ça c'est essentiel. Et puis vitesse de recrutement des fibres, puisqu'on doit placer des accélérations franches, importantes, et du coup d'être capable de recruter très rapidement. Donc ça, on travaille à l'entraînement, bien sûr, même s'il y a des choses d'ordre inné. Et puis, évidemment, ça nécessite des qualités de coordination, synchronisation musculaire, être capable de faire travailler les jambes et le dos en même temps, et puis d'automatisation gestuelle, pardon. Ce que je disais tout à l'heure, il existe différentes écoles également, qui nous renvoient ces modèles techniques. On a les écoles tirées sur la barre, ce que je disais tout à l'heure, trajectoire, extension, tout ce qui concerne finalement nos modèles un peu plus européens et un peu asiatiques. Et puis des modèles passés sous la barre, vitesse de chute, plus les pays de l'Est notamment. Voilà. Pour autant, il n'y a pas de modèle plus qu'un autre. Peut-être que vous connaissez Action Type, si ça vous parle un petit peu. C'est une modélisation d'un Français et d'un Suisse qui parle de ce qu'on appelle les préférences motrices et les profils psychomoteurs. Et leur concept, c'est de dire que finalement, on peut se retrouver avec deux personnes très très différentes, et pour autant, ils sont capables d'avoir la même performance. Donc, moi, je vous propose quelque chose de modélisé. Pour autant, on doit s'adapter aussi aux singularités de l'individu, à la longueur de ses segments, à ses capacités également mentales. Et en haltérophilie, c'est très important. Moi, c'est on a ce qu'on appelle les personnes stables et raisonnées. On est souvent face à des gens qui ont une gestuelle posée, maîtrisée, c'est le bon élève. Alors en haltérophilie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'équipe de France, sans faire de jugement de valeur, pour les avoir bien connus et entraînés, c'est par exemple une jeune fille comme Garance Rigaud. Voilà, c'est une jeune fille c'est carrément son profil. Et donc quand on connaît ce type de profil, on va aussi l'entraîner d'une certaine manière, on va amener des contenus d'entraînement au regard de ça. Et même sur les aspects d'ordre technique. Et puis on a des gens qui sont plutôt stressables et impatients. Ça, on observe des gestuels qui sont variables, qui sont un peu fouillis. C'est l'élève qui veut bien faire mais qui a du mal à s'organiser. Voilà. Et puis on a l'élève avec une motivation à géométrie variable, c'est l'élève qui peut bien faire. Et quand j'étais entraîneur national, c'était intéressant parce qu'on a réussi à modéliser ces choses-là à travers le temps d'eau et le fait de chercher les pics de vitesse et les pics de force. Et on avait des athlètes qui avaient des pics de force et des pics de vitesse qui étaient capables d'augmenter au-delà, à partir du moment où ils commençaient à travailler à 80%, qu'ils avaient un focus attentionnel très très fort, ils étaient démotivés, ils arrivaient à produire des résultats très forts. Et inversement, on avait des athlètes, plus le bon élève, qui lui était capable entre 0 et 80% d'avoir des pics de force, des pics de vitesse très très forts, et après ça déclinait. Ça déclinait parce qu'automatiquement c'était trop lourd. Et inversement, on a des athlètes qui sont capables de produire ça parce que eux, ils arrivent à poser le focus que quand il y a lourd, que quand c'est motivant. Voilà. J'ai presque fini. En PEDA, c'est des choses que vous verrez un petit peu avec Kevin cet après-midi.
L'haltérophilie, c'est des savoir-faire à acquérir. Le premier des savoir-faire, c'est savoir se placer, on en a déjà parlé. Apprendre à se placer en position de départ, apprendre à se placer en position d'arrivée, en position fondamentale, au point de puissance. Savoir tirer, on en a parlé tout à l'heure, des notions de trajectoire, des notions de vitesse, d'accélération, la capacité aussi à synchroniser jambes, dos, bras. Tout le répertoire gestuel, que certains connaissent et que Kevin va aborder cet après-midi, permet de répondre à tous ces éléments-là. Et puis, on a cette notion de savoir suivre et guider la barre en se glissant dessous, et puis être capable de chuter en flexion maximale. Plus je suis capable de descendre bas, plus a priori je suis capable de soulever lourd. D'où l'utilité d'être très mobile. Vous retrouverez, sans transition, voilà, toutes les choses dont on parle là, vous pouvez les retrouver dans la deuxième édition du bouquin qui est sorti au mois de janvier, qui se veut plutôt s'adressant à des gens qui ne sont pas experts de l'activité et qui voudraient être capables de construire une première année d'entraînement. Voilà, et merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et pleine de détails. On va maintenant passer aux questions. Est-ce qu'il y aurait des personnes dans l'amphithéâtre qui auraient des questions à poser à Renaud? N'hésitez pas à lever la main, on va vous apporter un micro. Ouais. Bonjour, moi c'était par rapport à la suspension basse, j'ai pas bien compris parce que nous en cours on a appris en gros que c'est juste en dessous des genoux et vous parlez de tout le trajet du coup. En fait, la position de suspension basse c'est sous les genoux. Donc généralement, grosso modo, les tibias. Okay. Et après, à partir de cette position, tu peux décliner tous les exercices du répertoire gestuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux partir du sol, tu peux partir au-dessus des genoux en suspension ou bien avec des plombs. Et puis tu peux aussi partir en suspension basse en partant en dessous des genoux. L'intérêt de la suspension basse par rapport à la suspension haute, c'est de pouvoir bien fixer une bonne position fondamentale, okay, et surtout de retirer la contrainte du passage des genoux et pouvoir bien plus se concentrer sur trajectoire, accélération. Quand on travaille en suspension basse, l'intérêt c'est plutôt de créer une contrainte musculaire assez forte, parce que tu es obligé du coup de tenir vachement ton dos. Et tu es obligé de construire d'abord ton passage des genoux avant de retrouver ta suspension haute. Donc par exemple, la suspension haute, on va l'utiliser beaucoup dans les derniers temps à l'approche d'une compétition, alors que la suspension basse, sur du travail de renfort, l'été, loin d'une compétition, c'est quelque chose qui est très utilisé pour être capable de renforcer le bas du dos, quoi. Voilà. Merci. Bonjour, on a eu Kevin Kesselker du coup pendant 2 ans, on a eu la chance de l'avoir avec ma classe. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de première poussée et deuxième poussée plutôt que le premier tirage et le deuxième tirage? Ou alors justement il disait que le premier tirage, c'était le premier tirage en tout cas réel était juste après l'extension de hanche. Ouais, en fait, tu vois, je l'ai distingué tout à l'heure lorsque je t'ai parlé de la notion d'extension. J'avais noté 2 phases. Une première phase d'extension complète poussée de jambe et une deuxième phase où je commence à amorcer avec les bras. Donc, je pense que c'est ça que veut dire Kevin lorsqu'il parle de premier tirage et de deuxième tirage, c'est ces 2 phases que tu retrouves dans la phase d'extension. Pour autant, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il n'y a pas de dogme. Si toi, ça te parle beaucoup mieux de parler de pousser plutôt que de premier tirage, dans le sens où l'idée c'est pas de tirer la barre au sens de je la fais monter à la force de mes bras, et je la fais monter à la force de la poussée de mes jambes. Donc je comprends tout à fait là où ils vont en venir, et si effectivement ça te parle un peu plus, pour autant on parle de la même chose. Mais c'est pour ça que je parle aussi de la richesse de la langue française, c'est que du coup, certaines personnes ça va leur parler bien plus la notion de premier tirage, et d'autres vont bien mieux comprendre l'activité et comprendre le geste en étant plutôt dans cette notion de poussée, de première poussée, de deuxième poussée. Voilà. Bonjour. J'avais une question sur la différence de position de hanche en fonction des morphologies,
notamment sur l'arrache. Ça va si... Ça va si... La différence que ça aurait de... On a si la fait la voix ou pas? Je t'entends très bien aussi. Par rapport à la différence de la position de la hanche sur l'arraché, en fonction de notamment la longueur du fémur, est-ce que ça va changer sur un athlète qui va démarrer avec une hanche très basse pour son premier tirage et l'impact que ça va avoir sur la fin de son extension? Ah oui, ça va dépendre effectivement de la longueur des fémurs. Effectivement, t'as des gens qui ont des fémurs un peu plus courts, qui du coup, quelquefois, partent un petit peu plus assis. Voilà. Et t'as des gens qui ont des fémurs bien plus longs, ce qui est plutôt grosse catégorie, qui eux, du coup, vont être un peu plus penchés sur l'avant. Bah, ce qui va jouer, si tu veux, c'est que on se retrouve avec deux morphotypes différents. Donc, ce qui est important, c'est de conserver toujours les mêmes appuis et faire en sorte qu'à chacune des phases, t'es pas en train de basculer en talon. Par contre, le risque, c'est que si tu fais travailler quelqu'un en ayant la hanche assez basse et qu'il n'a pas finalement le morphotype qui correspond, c'est de l'amener plutôt à tirer sur les talons. Si tu prends quelqu'un qui a des longs fémurs et que tu l'assois un petit peu en position de départ, il risque de basculer rapidement sur les talons, quoi. Et donc du coup, de fait, tu ne respecteras pas du tout la trajectoire. Voilà. Mais effectivement, c'est une adaptation qui est liée au morphotype, ce que je disais tout à l'heure quand je parlais aussi d'action type. Voilà, mais on doit forcément, il n'y a pas de modèle type. Et à un moment donné, il y a aussi des gens qui aussi ont des grands pieds, des petits pieds. Et ça aussi, ça va jouer à un moment donné. Au-delà de la longueur des segments, il y a des gens qui ont des petits pieds. Des fois, ils ont tendance du coup à naviguer un peu rapidement devant, derrière, et c'est plus difficile pour eux, quoi. Mais effectivement, la notion de, il y a pas de, ça va rien changer sur la gestuelle, sauf si tu le fais qu'un morphotype pour lequel ça ne correspond pas. Voilà. Je voudrais savoir ce que tu penses sur le déplacement des épaules en fin de tirage, au niveau de l'extension, avant de chuter. Est-ce que ça part en arrière? Est-ce que ça reste aligné avec la barre? On va avoir ta précision. Alors, en fait, ça va forcément partir en arrière à un moment donné. Ça part en arrière au moment où toi, tu utilises la barre comme un point d'appui pour venir chuter dessous. Et de fait, il va falloir que tu veuilles. C'est pas vraiment que tu te mets en arrière, c'est que tu te dégages de l'axe de la barre pour lui permettre qu'elle ne te rentre pas dans le menton et qu'elle puisse arriver au-dessus de ta tête. Donc forcément, sur la fin de l'extension, tu vas te retrouver, d'ailleurs on le voyait sur le cliché avec Kevin, sur la dernière image de l'extension, on voyait bien qu'il était en train d'anticiper et de commencer à se mettre sur l'arrière. C'est généralement plus marqué à l'arraché qu'à l'épaulé. À l'épaulé, la barre monte moins haut, donc de fait, on a tendance à être moins dans l'extension du dos, en tout cas, on exagère moins cette extension du dos. Il y a la prise de main aussi qui forcément génère ça, quoi. Voilà. Mais on ne peut pas être rectiligne, c'est pas possible. Voilà. Ou alors, si tu peux être un peu plus rectiligne, si tu fais d'arracher de bout. Power snatch, arracher de bout, c'est-à-dire que tu ne fais pas de flexion. Automatiquement, c'est plus facile de faire ce mouvement-là parce que tu n'as pas besoin de venir te glisser en flexion ou arracher force. Muscle snatch. Là, pour le coup, on ne va pas chercher à venir exagérer. En plus de ça, on soulève des charges qui sont beaucoup moins importantes, donc on peut être beaucoup plus dans la maîtrise de la trajectoire. Bonjour Renaud, merci Bonjour. pour votre présentation. Moi j'ai une question à propos de l'impulsion, le choc qu'on va donner avec le bassin sur la barre. Moi personnellement, plus je tape dedans, plus je me trouve. C'est vrai qu'en effet, ça rentre dans un mouvement d'arc et de cercle. Quand on se hisse, j'ai l'impression de canaliser cet arc et de cercle. J'ai l'impression que plus j'ai un rapport avec le bassin, plus il va monter. C'est un point de vue personnel. J'aimerais avoir votre avis sur ce choc qu'on peut donner au niveau du bassin et est-ce que ça aide la performance? Bah, je peux pas te dire que ça n'aide pas la performance puisque les Bulgares et les Turcs sont champions du monde et battent les records du monde. Donc évidemment que ça aide la performance. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des mouvements qui sont souvent très contraignants. C'est-à-dire que du coup, ce choc au bassin a tendance à jouer sur la qualité de la trajectoire et à faire en sorte que tu sois du coup hyper actif au niveau de la coiffe des rotateurs, de la ceinture scapulaire. Et si tu n'es pas suffisamment bien renforcé en amont, généralement, ça fait quelques petits pets au niveau des épaules, ça peut faire des petits pets au niveau des coudes, et puis du coup on se rend compte que finalement c'est pas très économique, très écologique comme technique. Voilà. Je t'invite à expérimenter les deux,
Et en tout cas, à travailler un peu les différents types de techniques. Mais il y a des vrais risques en termes clairement et ça se joue souvent, tu vois, on voit des athlètes qui par exemple au fur et à mesure du temps écartent les mains et prennent toute la longueur de la barre. Voilà. Moi je me souviens d'Anthony Coulet, un super lot français là, qui prépare les jeux. Moi je l'ai accompagné pendant 4 ans quand il était cadet puis un peu junior. Et Anthony c'était un super arracheur pour un super lourd, ce qui est assez rare puisque qui dit super lourd dit qu'il y a du poids à déplacer sur le plateau. Il pesait déjà 130 kg quand il était cadet. Et il était hyper dynamique pour un super lourd, c'était très très rare, très impressionnant. Et puis à un moment donné, il s'est dit Anthony, bah oui mais bon, je vais écarter ma prise de main, et puis comme ça, j'aurai moins de distance à parcourir. Et là il a commencé à avoir des gros pets, les coudes, les épaules, voilà. Donc ce type d'adaptation l'a amené il a progressé à l'arracher à ce moment-là, parce que de par sa prise de main, il venait également un tout petit peu taper la barre. Ça lui permettait de gagner effectivement un peu en vitesse dans le passage sous la barre, mais pour autant c'est pas très écologique. Voilà, donc moi c'est ma conception. Après, et c'est comme ça que je l'enseigne. Pour autant, c'est important de dire ça, il n'y a pas d'homme, et il y a tout un tas de singularités des individus, et il y a des gens chez qui ça marche, d'autres chez qui ça marche pas. Mais il faut juste avoir conscience de ça. Est-ce qu'on a une dernière question avant d'enchaîner avec notre deuxième intervenant ? Je vous remercie en tout cas. Merci à vous.